Bonjour à tous, Jérôme Carpe au micro. Ravi de vous accueillir sur ce webinaire. Je vois qu'il nous manque encore quelques participants, donc je vous propose d'attendre encore une petite minute pour que le plus grand nombre de participants inscrits puissent se connecter. On attend effectivement un grand nombre de participants aujourd'hui pour cette rediffusion d'un webinaire qui a fait salle comble mardi dernier. Voilà, donc j'attends encore une petite minute. Voilà, donc notre auditorium virtuel se remplit progressivement. Bienvenue à tous et à toutes pour ce webinaire destiné aux managers et qui se propose d'aborder quelques pratiques à privilégier pour maintenir la mobilisation de son équipe en situation de crise. Alors, quelques remarques tout d'abord techniques. Je remercie Geneviève Artru qui est à la technique sur notre plateforme. C'est elle qui peut éventuellement répondre à des questions que vous poserez sur des aspects techniques. Il est possible, vu comme les bandes passantes sont surutilisées en ce moment sur tous les réseaux, que vous ayez quelques interruptions. Si jamais le son s'interrompt quelques instants, restez en ligne. En général, au bout de 3, 4 secondes, ça redevient, voilà, c'est quelque chose qui redevient tout à fait normal. Alors, ce webinaire, en fait, évidemment, il répond à la question d'abord de ce que c'est qu'une crise. Comment est-ce qu'on peut caractériser une crise? On en a connu les uns et les autres, petites, grandes. Là, on est sur une crise d'une portée inédite. La crise, elle se caractérise parce que elle génère finalement une situation inattendue, peu prévisible et qui crée un climat d'incertitude. Alors l'incertitude, elle peut porter sur sa durée, sur son impact, mais aussi sur ses conséquences à long terme. Alors la crise, elle peut prendre des formes multiples et provoquer des effets en cascade. C'est une de ses caractéristiques. Là, on le voit bien avec la crise actuelle, on part d'une crise sanitaire qui peut devenir une crise économique et potentiellement une crise sociale avec des implications qui vont être très difficiles à anticiper. Alors, justement, je dis que la crise est peu prévisible. Il faut nuancer ce propos. Il faut nuancer ce propos parce que très souvent, il existe des signaux faibles auxquels on ne prête pas nécessairement attention. Alors, ça peut provenir de plusieurs phénomènes. Il peut y avoir un phénomène de déni. On ne voit pas ce que l'on ne veut pas voir. Ça, c'est très fréquent dans les organisations. Et puis également, un phénomène lié davantage au biais cognitif, dont un des plus connus, c'est le biais de confirmation. C'est-à-dire que dans un flux d'informations, on va assez naturellement sélectionner les informations qui viennent conforter ou confirmer une idée, un présupposé, un préjugé. Donc là, les phénomènes de déni, de biais cognitifs sont très fréquents dans les organisations et ça va venir obturer, si vous voulez, notre capacité à détecter des signaux faibles. Alors, les signaux faibles, c'est difficile évidemment à détecter, mais on peut le faire avec des recoupements, des rapprochements, euh, noter au fil de l'eau des informations qui semblent peut-être à première vue anodines, et à travers ces recoupements, faire émerger des alertes, des sujets en fait dont il va falloir se préoccuper. Juste un exemple, si parmi vous il y a des DRH qui s'occupent de la prévention des risques professionnels, on sait très bien que c'est souvent l'analyse des presque accidents, hein, les accidents qui auraient pu avoir lieu, qui ont failli avoir lieu mais qui n'ont pas eu lieu, c'est l'analyse des presque accidents qui permet très souvent de faire des progrès en matière de prévention des risques professionnels. Donc on est vraiment là sur un exemple de signaux faibles. Alors, la crise agit aussi comme un révélateur, c'est vrai, sur l'état de préparation pour faire face à la crise, sur la solidité du pacte ou du contrat social, et aussi sur le niveau de cohésion au sein de l'organisation. Donc ça va être un révélateur, ça peut être un révélateur de failles, de fragilité,
Et donc, ce sera après au manager d'en tirer toutes les conséquences sur le long terme. Donc, faille, fragilité, mais aussi, de manière beaucoup plus positive, un révélateur de talent. Il y a beaucoup de comportements positifs, d'intelligence collective, de créativité, de solidarité, comme on le voit en ce moment, qui se manifestent à l'occasion de crises. Alors, un autre point, c'est que la crise peut favoriser l'improvisation organisationnelle en mettant en exergue des capacités de réactivité, des capacités d'adaptation des personnes comme des organisations. Donc de ce point de vue-là, la crise peut aussi faire émerger des choses nouvelles et on verra ensuite comment en tirer tout le bénéfice sur le long terme. Effectivement, il s'agira d'en tirer les enseignements avec courage et lucidité pour voir ce que l'on considère ensuite comme acquis. D'une manière générale, après une crise, la façon de voir les choses n'est plus jamais la même. Et on en reparlera un petit peu plus tard. Alors, le plan que je vous propose pour ce webinaire, qui va se dérouler en deux parties, je vais prendre la parole environ 35-40 minutes, et puis nous aurons une vingtaine de minutes questions-réponses. J'en profite d'ailleurs pour vous dire que le lien vers le webinaire en mode replay sera disponible cet après-midi sur le site de Réor. Donc, si certains de vos collaborateurs ou de vos collègues souhaitent le visionner, c'est tout à fait possible. Et de même, il suffira de nous adresser un mail pour que l'on puisse vous adresser, si vous le souhaitez, le support de la présentation. Donc, je vous disais, un webinaire articulé autour de 4 points clés. Les émotions, l'accueil des émotions de ses collaborateurs. Ensuite, on verra comment entretenir la mobilisation de son équipe, préparer la sortie de crise et puis tirer les enseignements de la crise. Alors, accueillir les émotions de ses collaborateurs, ça peut paraître évident et pour autant, ce n'est pas toujours facile pour tous les managers. Effectivement, la réaction à une situation de crise dépend fortement de chaque individu, de son histoire, de sa façon de voir le monde, mais aussi de ses marges de manœuvre pour affronter la crise. Alors, il y a un phénomène qui est commun à tous, c'est une phase dite de sidération. Ça, c'est quasiment un passage obligé, plus ou moins long, plus ou moins intense selon les individus, mais on est d'abord dans une phase de c'est pas possible, ça peut pas nous arriver à nous, dites-moi que je vais me réveiller. Donc on a quasiment toujours cette notion-là et pendant laquelle il est très difficile de réagir et de prendre les décisions appropriées. Alors j'en profite, petite parenthèse, pour citer un ouvrage que je trouve remarquable de Jean-Pierre Dupuis, qui s'intitule Pour un catastrophisme éclairé. Et le sous-titre de son bouquin est prémonitoire. Il a mis comme sous-titre Quand l'impossible est certain. Et je pense que cet impossible qui devient certain est une réflexion qui va nous amener à pas mal méditer dans les mois et les années à venir. Donc je vous disais, après la phase de sidération, commune à tous, les émotions sont très diverses. Il peut y avoir de la peur, il peut y avoir de la colère, il peut y avoir de la tristesse. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissent la courbe du deuil d'Elisabeth Kubler-Ross, donc on est vraiment là-dedans. Ces notions-là qui peuvent s'entrechoquer, qui peuvent se superposer, et donc on a souvent le sentiment dans cette phase-là de perte de repères. Certains peuvent ressentir un désœuvrement, et ne plus savoir voilà, comment s'organiser, comment faire, comment affronter, comment faire face. L'autre point important, c'est que nous ne sommes pas égaux quant à la gestion de nos émotions. Nous ne sommes pas égaux, certains pourront les contenir, alors du moins en apparence, hein, quitte à ce que les émotions ressurgissent plus tard de façon soudaine et non maîtrisée, quand d'autres vont les subir. Voilà. Donc là, il y a vraiment une inégalité par rapport à ça. Et dans l'accueil des émotions, il va falloir individualiser en tant que manager vos réponses. Rappelons-nous également que les émotions sont contagieuses. Alors peut-être moins que le virus hein, qui circule actuellement, mais elles sont contagieuses malgré tout. La peur peut générer la peur, idem pour la colère, idem pour la tristesse, et même à distance, même en visioconférence. Voilà. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'impact de la crise et de l'incertitude qui en découle est très variable pour les membres d'une même équipe. Donc, il va falloir pouvoir individualiser vos réponses. Et le premier conseil que l'on peut donner à un manager, ça va être effectivement, conseil de bon sens, c'est d'écouter chacun individuellement en appliquant
les principes classiques de l'écoute active. Donc, vous les connaissez, les principes de l'écoute active, c'est pas de jugement, pas d'évaluation, pas d'interprétation, pas de conseil ou de décision immédiate, mais plutôt un temps de reformulation pour montrer à votre interlocuteur qu'il a été bien compris, suivi éventuellement de questions ouvertes pour lui permettre d'approfondir son propos. Donc là, on est vraiment sur les basiques de l'écoute active. Le point clé ici, c'est de laisser du temps. Il faut vraiment laisser le temps à votre interlocuteur de décrire ce qu'il ressent. Ne précipitez pas les choses, n'accélérez pas cette phase-là, elle est primordiale. Et chacun a le droit de ressentir ce qu'il ressent. C'est important de le rappeler parce que certains managers en situation de crise peuvent être un petit peu en mode panique ou en accélération et ils peuvent très vite se raccrocher à des formules du type mais il ne faut pas dire ça, il ne faut pas penser ça, etc., etc. Essayez de vous abstenir de ces évaluations-là. Parfois, on le dit simplement pour rassurer son interlocuteur. Laissez la personne vraiment décrire ce qu'elle ressent. Si jamais votre collaborateur n'évoque pas spontanément son ressenti lié à la crise, eh bien, vous pouvez lui poser simplement la question, laisser un temps de silence, sans jamais, évidemment, forcer l'interlocuteur à dévoiler ce qu'il ne souhaite pas confier. Voilà, ça me paraît important. Alors, évidemment, le manager qui n'a jamais fait preuve de la moindre empathie au cours des 5 dernières années, sa crédibilité de manager à l'écoute risque d'être plutôt faible, évidemment. Là, les changements de registre sont toujours assez difficiles à justifier en situation de crise. Mais en tout cas, on peut faire preuve de davantage d'empathie, ça paraît indispensable. Lors de cet échange, après avoir écouté et reformulé les propos de votre interlocuteur, vous pouvez prendre la parole, évoquer vous-même, si vous le souhaitez, vos interrogations et puis exposer les faits. Exposer les faits de la manière la plus objective possible. Vous pouvez partager votre analyse de la situation, de ses conséquences et ouvrir un dialogue avec votre interlocuteur. Donc ça, c'est un point qui est important. Il ne s'agit bien évidemment pas d'étaler ses états d'âme, mais de partager une analyse, de partager ce que vous pensez de la situation. Alors, n'oublions pas que la crise constitue, on l'a dit tout à l'heure, un révélateur à l'échelle de l'individu. Et cette séquence en tête-à-tête, ce partage, eh bien, ça peut permettre de faciliter un nouveau positionnement, des idées nouvelles, des compétences insoupçonnées. Ça peut permettre à un collaborateur de proposer son aide, son appui, son temps de cerveau disponible pour des dossiers dont il n'avait pas nécessairement la charge, parce qu'un autre membre de l'équipe sera, lui, pris et confiné à la maison, peut-être avec des enfants en bas âge, moins disponibles, voilà. Donc ça peut être aussi ce temps d'échange une manière de redistribuer les cartes. Alors, il ne s'agit pas de le faire une fois dans une crise qui dure, qui s'installe. Il faut le faire de manière régulière, à une fréquence propre à chaque collaborateur. Je n'ai pas là de conseils à vous donner. Un entretien individuel hebdomadaire me paraît le minimum dans cette période-là. Mais pour certains collaborateurs, ça peut être éventuellement tous les 2 jours. Alors vous pourrez me dire, oui, mais c'est fatigant, on a autre chose à faire, je ne peux pas faire que ça. Ouais, mais de toute évidence, l'efficacité, l'efficience de votre équipe en management à distance dépend aussi de ces interactions régulières. Donc vous l'aurez compris, les maîtres mots au cours de cet échange, ce sont l'empathie, la sincérité évidemment, et le courage de dire les choses telles qu'elles sont. Alors n'ayons pas peur nous-mêmes d'affronter l'émotion de nos collaborateurs, y compris dans les excès. Des gens qui vont être en colère ou en tristesse, ça peut aller dans les excès. Donc l'échange, même s'il n'est pas toujours agréable, est bien évidemment nécessaire. On l'a vu, individuel, ciblé. Et puis, n'ayons pas peur de ne pas avoir toutes les réponses aux questions qui se posent. Il faut pouvoir dire ce qu'on sait et puis dire aussi que l'on ne sait pas dans certains cas. Euh, alors, un zoom maintenant sur le manager et les émotions propres du manager. Parce que le manager a lui aussi le droit évidemment de douter, de ressentir des émotions négatives. Alors, évidemment, il n'est pas souhaitable qu'il les partage avec son équipe, de manière, il est souhaitable de ne pas trop faire peser cette charge mentale sur son entourage familial, amical. En revanche, il nous semble indispensable de s'accorder en tant que manager un temps spécifique pour identifier et nommer ce qu'il ressent. C'est une manière d'éviter le déni et d'être au clair avec ses propres émotions.
Donc ça, c'est vraiment un point important. Le manager peut aussi rechercher des appuis auprès de ses pairs, voire auprès de sa ligne hiérarchique, s'il y a un climat de confiance qui le permet. Il peut aussi chercher un appui à l'extérieur de l'entreprise avec ben voilà, des personnes qui partagent les mêmes fonctions, qu'il connaît dans son réseau professionnel. Ces temps de partage pour le manager sont importants. Voilà. Donc je regarde la diapo qui apparaît à votre écran. Donc, on a parlé de sidération, la variabilité, pardon, des émotions d'un individu à l'autre, les principes clés que je viens d'exposer, et puis voilà, le manager qui doit lui aussi gérer ses émotions. Alors, on va maintenant entrer dans vraiment le vif du sujet, qui est quels conseils, quelles pratiques privilégiées pour entretenir la mobilisation de son équipe. Donc là, vous voyez, on a un manager tout à fait exemplaire qui a une assistante remarquable, Brigitte, trouvait immédiatement une solution et apportez-la moi dans mon bureau. Voilà, et on remercie au passage Vouch, dont les dessins et les caricatures sont toujours très drôles. Voilà, donc on va observer ensemble 5 points qu'on va détailler. Donc déjà, l'exemplarité managériale, qui est permanente, hein, pas seulement en situation de crise, mais qui prend un relief particulier pendant la crise. La motivation des collaborateurs, comment donner une perspective aux uns et aux autres, les autres formes d'organisation que la crise permet d'expérimenter, et puis ensuite la question, bien évidemment, de la communication qui est essentielle par rapport à ces situations que l'on connaît. Premier point, c'est celui de l'exemplarité. Alors l'exemplarité managériale, vous avez tous probablement suivi nombre de formations, vos coachs doivent vous parler d'exemplarité à longueur de séance. Elle est toujours nécessaire. C'est vrai qu'elle prend un relief particulier en situation de crise. Pourquoi? Parce que la façon dont le manager va se comporter aura une influence encore plus forte qu'à l'ordinaire sur ses collaborateurs. Ses actes, ses paroles, ses décisions vont être analysées, disséquées, décortiquées avec encore plus d'acuité qu'en temps normal. Donc, si le manager, dans cette situation, parvient, donc quand les urgences se bousculent, à conserver son sang-froid et un minimum de recul, eh bien son équipe percevra qu'elle peut s'appuyer sur une base solide et pourra lui renouveler sa confiance. Donc là, on a vraiment un élément avec ce sang-froid, ce recul. On a les éléments, je dirais, qui vont renforcer la légitimité du manager. C'est quelque chose qui est important. Soulignons d'ailleurs, et c'est pour ça qu'on a mis ces jolis éléphants en fond d'écran, que la confiance constitue quasiment le seul contrepoids à l'incertitude. Quand on est en situation d'incertitude, eh bien voilà, il n'y a que la confiance qui peut, voilà, quand on ne peut ni éviter ni même réduire l'intensité de l'incertitude, il n'y a que la confiance qui va permettre de continuer à avancer. Alors, je vous rappelle les quelques points clés, les quelques facteurs connus sur l'instauration d'un climat de confiance. C'est tout d'abord la franchise, ensuite la prévisibilité, la transparence sur les valeurs et sur les objectifs, l'assurance, la force de conviction, l'apport de sécurité et bien évidemment la solidarité. Quand on arrive à mixer, à articuler tous ces facteurs, évidemment, on peut construire, consolider un climat de confiance qui fera contrepoids à l'incertitude. Alors, petite parenthèse, ça peut arriver dans certaines situations qu'un manager qui va se trouver en déficit de légitimité auprès de son équipe, eh bien, révèle des talents cachés à l'occasion d'une crise. Hein, c'est l'aspect révélateur de la crise que j'évoquais tout à l'heure, et donc que sa légitimité soit consolidée à l'issue de l'épreuve. C'est-à-dire que voilà, la personne, bon, n'attendait pas grand-chose, va se révéler comme un manager remarquable pendant la crise, et donc sa légitimité va être plus forte. Mais ça reste quand même une exception, c'est-à-dire qu'une équipe qui souffre d'un manque de confiance en son sein ou avec son manager présente davantage de risques de dysfonctionnement en situation de crise qu'une équipe qui serait plutôt soudée et cohésive. Alors évidemment, quand on parle d'exemplarité managériale, la première des choses, c'est de mettre en œuvre ce que l'on préconise pour son équipe. Ça demande quoi? Bah, ça demande de l'autodiscipline, de la rigueur, et puis aussi un art maîtrisé
communication. Il ne suffit pas de faire, notamment en télétravail tout seul dans son coin, il faut savoir d'où la communication. Alors, un rappel rapide sur un certain nombre voilà, de vertus qu'on appelle les vertus cardinales du management. On appelle ça chez Réor le manager cœur. Vous voyez donc l'acronyme à la fois du courage, de l'optimisme, un sens de l'équité, l'utilité et le respect. Si je parcours rapidement ces 5 vertus cardinales qui sont toujours valables, mais qui prennent là encore plus d'importance en situation de crise, bah, le courage, c'est le fait d'affronter la réalité de la situation, hein, d'éviter le déni, d'éviter la minimisation des faits. On est dans une crise grave et durable. Voilà. Donc de connaître ses limites, ses propres biais cognitifs, d'oser prendre des décisions, même si on ne dispose pas de toutes les informations. Ça renvoie à d'autres webinaires que nous animons sur la prise de décision en situation d'incertitude. Donc voilà, d'assumer ses responsabilités et puis d'accepter, bien sûr, pour le manager, de quitter sa zone de confort et de prendre des risques. Vous connaissez sans doute cette citation attribuée de manière erronée à Churchill qui disait: vous aviez le choix entre la guerre et le déshonneur, vous avez choisi le déshonneur et vous aurez la guerre. Donc là, vraiment, c'est une bonne illustration du courage managérial. L'optimisme, eh bien, c'est la capacité de manière objective et raisonnée à donner un sens à ce que l'on traverse et à projeter une vision pour l'étape d'après. Alors, on ne parle pas évidemment ici d'optimisme béat, hein, encore une fois, faut dire les choses, mais nous incluons derrière cette vertu cardinale la capacité du manager à absorber une grosse quantité de stress sans la déverser en cascade sur ses collaborateurs. On dit souvent que le management, c'est la capacité à absorber du stress et à rayonner de l'enthousiasme. Rayonner de l'enthousiasme en ce moment, je n'irai pas jusque-là, mais en tout cas, il s'agit surtout pour le manager ici de ne pas étaler, de ne pas faire, voilà, de ne pas partager ses états d'âme. L'équité, là encore, une vertu cardinale essentielle en situation de crise, ça va être la répartition juste des efforts demandés aux uns et aux autres. Et quand on parle d'équité, ce n'est pas l'égalité. Dans la situation que nous traversons, les confinements vécus par les uns et les autres ne sont pas du tout équivalents. Et donc, bah, l'équité, ça va être de pouvoir justement répartir les efforts de manière transparente et en le disant. Ça va être aussi la reconnaissance des différentes contributions hein, des uns et des autres. Et puis, ça va être d'arbitrer avec beaucoup d'impartialité les conflits potentiels au sein de l'équipe. La situation de crise en général va exacerber les tensions, va peut-être exacerber un certain nombre de conflits. Et du coup, l'arbitrage du manager sera là essentiel. L'utilité, bah, c'est la capacité pour un manager d'apporter une réelle valeur ajoutée auprès de son équipe. Hein, c'est son rôle là de manager coach, de facilitateur, de développer bah, l'autonomie et puis l'esprit de responsabilité de ses collaborateurs. On n'est pas loin des concepts d'entreprise libérée, hein, pour ceux qui ont lu les bouquins d'Isaac Getz. Bon, bah, on est vraiment dans ces notions. Chez Réor, on préfère parler d'entreprise qui développe l'autonomie, qui met en réussite, qui responsabilise. Mais voilà, on est dans l'utilité réelle, la valeur ajoutée du manager. Et puis le respect, bah, c'est le respect des règles, des consignes, le fait de poser le cadre hein, pour le manager, respect des règles et consignes générales, surtout s'il s'agit de principes relatifs à la santé et à la sécurité, c'est le cas en ce moment. C'est le respect de chacun dans ses ressentis et dans l'état dans lequel il se trouve, dans l'accueil de ses émotions, comme on l'a vu, c'est aussi le respect des engagements pris et de la parole donnée. Voilà. Donc vous voyez, faire preuve d'exemplarité, ça recouvre un champ très large, mais il est nécessaire, bien sûr, de commencer par celui-ci. Ensuite, le deuxième point touche à la motivation. Souvent, même en temps ordinaire, en dehors de toute crise, nous avons des clients, des managers qui viennent nous voir en disant comment est-ce qu'on pourrait actionner des leviers pour accroître la motivation de nos collaborateurs. Est-ce qu'on pourrait faire un séminaire de motivation, etc. Et nous répondons, ben oui, bien sûr, on peut essayer de faire ça, mais commencez en tant que manager à ne pas démotiver vos troupes. On l'a même mis en latin dans le titre de la diapo, le primum non nocere, c'est d'abord ne pas nuire des médecins. Les médecins qui soignent, ils doivent d'abord ne pas veiller à ne pas faire plus de mal que prodiguer des soins. Voilà. Donc nous, on considère, comme Jacques Lecomte d'ailleurs, dans son bouquin Les entreprises humanistes, on considère que la motivation, la conscience professionnelle sont des valeurs intrinsèques de l'individu et puis qu'un management inapproprié peut faire voler en éclats
ces valeurs intrinsèques. Alors, ce qu'il faut éviter à toute force, d'abord, c'est la recherche du coupable ou du bouc émissaire. C'est pourtant des réflexes qu'on connaît dans toutes les crises, à qui on pourrait imputer la responsabilité de la situation. Ce n'est pas le bon moment. Le temps viendra pour analyser à froid la chaîne de causalité qui a conduit à la crise. Mais ça se fera dans un deuxième temps. Ensuite, à éviter à toute force les consignes contradictoires qui peuvent aller jusqu'à des injonctions paradoxales. Donc ça, c'est bien évidemment à éviter. Le déficit d'exemplarité que je viens d'évoquer, donc évidemment, hein, faites ce que je dis, pas ce que je fais, qui entraîne de toute évidence une perte de crédibilité. Et puis, les vertus cardinales, je ne reviens pas dessus, elles sont évidentes, mais aussi un élément à éviter, c'est d'adopter soudainement un style managérial très différent du style habituel. Par exemple, devenir très soudainement autoritaire ou hyper contrôlant avec une équipe qui jouit habituellement d'une forte autonomie. Alors, si on a besoin en crise d'être davantage directif, ça peut s'expliquer. Même des équipes autonomes peuvent accepter voilà, un management qui va être un peu plus directif. Mais il ne faut pas confondre directif et autoritaire. Et bien évidemment, il faut laisser aussi la délégation que l'on a l'habitude d'avoir avec ces équipes s'exprimer complètement. Voilà. Donc là, je dirais le premier point, c'est de ne pas démotiver ces équipes. Et déjà, si les managers s'attellent à cette tâche, ils auront marqué, en tout cas, ils n'auront pas perdu de points. Ensuite, voilà, donner à voir une perspective réaliste. Et là, le premier point, c'est de dire qu'effectivement, dans une crise, les urgences se télescopent. On passe son temps à répondre à l'exigence du moment et on a du mal, en tant que manager, à prendre le moindre recul. Donc, ce que l'équipe attend du manager à ce moment-là, c'est d'exprimer clairement les objectifs, d'expliciter les priorités, ce qu'on laisse de côté et ce sur quoi on va se concentrer. Donc, ne pas rester dans des zones de flou et ne pas rester dans l'implicite. Ça va peut-être vous surprendre, mais euh, en situation de crise, la perte des repères est telle que ce qui semblait évident ne l'est peut-être plus. On l'a vu parfois avec certains de nos clients dans des opérations de fusion ou de rapprochement, des gens ont perdu leur réflexe métier. Et les crises vont amplifier ça. Donc prenez le temps de vous assurer que les objectifs et les priorités sont connus de tous. C'est vraiment un point clé. Voilà, ce qui était évident ne l'est peut-être plus. Gardez ce point-là à votre esprit. Alors, comment utiliser au mieux son temps? Bah, évidemment, le temps de confinement crée des opportunités. Alors, là-dessus, est-ce qu'il y avait des sujets en souffrance dans votre équipe, dans votre direction? Est-ce qu'il y a des sujets en souffrance sur lesquels il serait possible d'avancer un petit peu en temps masqué? Est-ce qu'il y a des opportunités nouvelles que l'on souhaiterait explorer, qu'on n'avait jamais pris le temps d'explorer? Y a-t-il un moyen de profiter d'un temps suspendu pour développer de nouvelles compétences, hein? Vous avez sûrement vu que beaucoup de MOOC, des cours en ligne, fleurissaient. Voilà, Fun France Université Numérique a désarchivé un certain nombre de MOOC, donc ces cours massifs en ligne. Il y en a beaucoup qui portent sur le management, sur tout un ensemble de sujets. Et donc, effectivement, le temps peut permettre, ce temps suspendu peut permettre évidemment de travailler sur de nouvelles compétences. Alors, expérimenter d'autres formes d'organisation, c'est la quatrième recommandation de Réor. Eh bien, beaucoup d'équipes, évidemment, dans cette situation, ont expérimenté ou ont accru le recours au travail à distance. N'oublions pas que pour certaines équipes, c'est une découverte et que le management d'une équipe en télétravail, bien évidemment, est spécifique. Alors, nous proposerons prochainement un webinaire dédié au management à distance et au télétravail, mais voilà, il faut avoir en tête qu'il y a des facteurs clés de succès à conserver présents à l'esprit. Déjà, la clarté sur les objectifs à atteindre, on vient de l'évoquer en parlant d'une perspective réaliste, plus la demande du manager sera précise, plus le cahier des charges sera détaillé, plus il sera facile au télétravailleur d'organiser sa journée ou sa semaine de travail. Le deuxième point, c'est de repenser le schéma habituel de contrôle. Là, récemment, un client nous a demandé de voir comment l'aider à mettre en place le télétravail. Il voulait mettre des pointeuses sur l'ordinateur des collaborateurs confinés à domicile
Et là, attention, ça risque d'être contre-productif. Et évidemment, la confiance est la première premiers des éléments à avoir en tête dans le télétravail. Une approche d'hyper-contrôle peut être déresponsabilisante et il faut privilégier au contraire un système de délégation bien pensé avec des objectifs de production discutés, voire négociés avec le collaborateur. Et ça se révèle beaucoup plus, voilà, beaucoup plus efficace dans le long terme. N'oublions pas que le télétravail, c'est justement l'opportunité de repenser de manière personnelle son organisation et son rythme de travail. Voilà. Alors, le troisième point par rapport au télétravail, c'est que le manager peut aussi proposer son aide aux collaborateurs dans la mise en place de sa propre organisation. Certains en ressentent le besoin parce qu'ils sont un peu démunis, ils ont du mal à structurer leur journée de travail. Voilà. Donc là, sur des points très très précis, le manager peut aussi apporter son aide. Et à ce moment-là, il est dans son rôle de facilitateur. Donc vous le voyez, clarté des objectifs, confiance a priori, et puis appui et conseil à l'organisation personnelle, ce sont les trois facteurs clés à garder en tête. Alors la période actuelle est aussi propice à expérimenter d'autres formes de travail. Donc là, on parle du mode task force, on pourrait traduire par force d'intervention ou commando, pour des projets ou des processus, c'est-à-dire qu'on peut aller beaucoup plus vite sur du prototypage, on peut essayer d'accélérer un certain nombre d'éléments. Et n'oublions pas que à distance, on peut tout à fait mobiliser les outils de l'intelligence collective. Alors les entreprises agiles qui ont déjà expérimenté des formes agiles d'organisation le savent, mais on peut tout à fait organiser des forums ouverts. Il y a des techniques d'idéation ou de créativité à distance dans le design thinking. On peut organiser des hackathons à distance. Les hackathons, je vous rappelle que c'est un terme qui vient des systèmes d'information et des projets numériques, où on réunit un certain nombre de programmeurs, de développeurs dans un, dans un temps très, très court. Et puis, donc, on va les concentrer sur un projet particulier. Voilà. On a également la possibilité, dans ces périodes-là, d'organiser des ateliers virtuels de co-développement qui marchent très bien. On a plus de temps et puis ça permet d'échanger entre pairs. Enfin, le cinquième et dernier point sur les techniques de mobilisation, bien évidemment, la communication régulière auprès de son équipe. Donc, je vous laisse découvrir ce dessin de Vouch. Voilà. Et là encore, ben, la nécessité, ça va paraître être un conseil de bon sens, mais d'une communication rapprochée. Rappelons-nous que la fréquence des interactions est un élément qui renforce le sentiment d'appartenance. Donc, communication rapprochée en fonction aussi des besoins de vos collaborateurs, donc à la fois en individuel et en collectif. Même si on a peu de choses à dire, parce que la parole du manager peut être bridée par la ligne hiérarchique, je pense notamment dans certaines organisations publiques ou des collectivités territoriales, des ministères, où la communication est très corsetée et très structurée. Parfois, le manager peut pas se sentir autorisé à prendre la parole. Bien, n'hésitez pas, malgré tout, même quand on a peu de choses à dire, à maintenir ce contact régulier. Le fait de prendre l'engagement d'une communication régulière est très rassurant pour l'équipe. Dire ce que l'on va faire, le faire et dire qu'on l'a fait. Alors, un autre point, c'est les relais de communication au sein de l'équipe. Vous connaissez peut-être, vous avez déjà identifié, ou vous allez peut-être encore plus identifier au sein de votre équipe des gens qui sont particulièrement empathiques, qui sont au courant de tout, à qui les collaborateurs vont se confier naturellement et qui donc vont peut-être déceler des signaux faibles, justement, des tensions, etc. Et donc susceptibles de les faire remonter vers le manager. Donc n'hésitez pas à vous appuyer sur ces relais, à la fois pour avoir une remontée d'informations, mais également pour vous-même diffuser des messages. Et puis le dernier point sur la communication, c'est l'avant-dernier point, pardon, c'est sur l'informel. Vous savez, quand on est en groupe, quand on est en équipe, il y a toujours des temps interstitiels. Alors, c'est le déjeuner, c'est la machine à café, c'est les échanges informels dans les couloirs qui permettent d'échanger beaucoup d'informations qui sont très utiles. Et ce temps de l'informel existe moins.
quand on est à distance et bien évidemment quand on est confiné. Donc gardez aussi du temps en démarrage de vos réunions pour prendre la météo du jour de chacun des participants et pour partager quelques anecdotes, un petit peu d'informel. C'est quelque chose de très important. Et puis toujours ce conseil fondamental de garder le temps nécessaire à l'écoute des ressentis, notamment en cas de crise prolongée ou si, voilà, si la crise dure 6 semaines, 8 semaines en confinement, bien évidemment, les ressentis vont aussi évoluer. Le troisième point de notre exposé touchera rapidement donc à la préparation de la sortie de crise. Donc, la préparation de la sortie de crise et la conception du plan de reprise, quelle attitude adopter pour le plan de reprise. Avec beaucoup de cynisme, vous voyez la carte postale de Vouch. Merci Vouch, pauvre manager. Voilà. Heureusement, ce n'est pas une situation à laquelle vous êtes confronté, bien évidemment. Alors, déjà, le point clé pour moi, c'est de vous dire que la sortie de crise est en elle-même une nouvelle période d'incertitude. Donc, le fait de la jalonner de manière évolutive, ça offre une perspective à l'équipe et cette perspective va permettre à la fois de rassurer et de mobiliser. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès qu'on a une baisse dans l'intensité de la crise, voilà, ou si la crise elle-même permet d'y consacrer un peu de temps, vous pouvez construire collectivement l'étape d'après à partir d'un questionnement très ouvert. Comment voyez-vous les choses? Quelles seront nos priorités? Comment on va rebattre les cartes? Comment se répartir la charge de travail, probablement très importante, qui va découler de la crise? Comment on va écluser le retard qui se sera accumulé? Quelle organisation provisoire mettre en place? Plus vous serez évidemment de votre côté, mais plus vous pourrez ouvrir la discussion donc collective, plus ce plan de reprise aura de chances de réussir. Alors, il faut que le schéma soit évidemment réaliste, je vous l'ai dit, collectif, et puis aussi itératif. Vous pouvez commencer à y travailler, je ne sais pas, 1 ou 2 semaines avant la sortie de crise prévisible, et puis il va s'amender, il va s'actualiser, évidemment, tout au long de la sortie de crise. Ça ne va pas se faire, la sortie de crise, c'est quelque chose de progressif, hein, vous en êtes bien conscient, et donc il va falloir ce plan de reprise, le faire évoluer. 3 phénomènes à anticiper bien connus sur les sorties de crise. D'abord, la remise en cause de la gestion de la crise. En tant que manager, on doit s'attendre à voir un procès instruit sur la manière dont on gère la crise. On le voit bien d'ailleurs avec le gouvernement actuellement. On critique l'impréparation des pouvoirs publics, on critique la façon dont ils gèrent la crise, ils communiquent trop, pas assez, etc. Et donc, on n'échappera pas à, je dirais, quelle que soit la crise, à une remise en cause, à une remise en question. Et donc ça, en tant que manager, il faut se préparer à ce qu'après une période de solidarité, il puisse y avoir ce genre de remise en question. Autre point, toujours après les crises, ça peut être les règlements de compte et l'ostracisation. Rappelons-nous, ayons en tête plutôt les moments les plus sombres de l'histoire du XXe siècle en France, à la Libération. Ben voilà, les règlements de compte, c'est monnaie courante, et donc il risque d'y avoir ça. Il risque d'y avoir une stigmatisation, voire une ostracisation des attitudes égoïstes ou inadéquates. On va peut-être revenir voir le manager en disant oui, mais moi, j'ai pris le dossier d'un tel pendant 3 semaines, je me suis occupé de ceci, etc. Un tel ne l'a pas fait, n'a pas fait les mêmes efforts, etc., etc. Donc, pensez en tant que manager à ce qu'il puisse y avoir émergence voilà, de conflits, de tensions très vives en tout cas. Et la crise peut également faire exploser des revendications individuelles, catégorielles, avec sans doute le souhait d'une autonomie accrue. Donc il peut y avoir des demandes très fortes, et là aussi, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. Regardez, là encore, si je parle de la libération, en avril 1944, De Gaulle donne le droit de vote aux femmes. C'était attendu depuis longtemps, et c'est venu comme une revendication très forte, liée aussi au rôle que les femmes ont joué pendant toute la période de la résistance. Donc le dernier point pour conclure ce webinaire, c'est comment
tirer les enseignements de la crise. Donc, encore un merci à Vouch par rapport à cette crise bénigne, hein, vous voyez, fuite radioactive à la centrale B5, je fais un post-it. Donc là, comment est-ce qu'on va garder la trace, comment on va garder tous les post-it de la crise? Le premier conseil, très très pratique, c'est de tenir un livre de bord. Il s'agit là de consigner l'enchaînement des événements, des décisions, des actions, des difficultés rencontrées. Donc il faut le tenir tout au long de la crise et puis garder une trace des idées, des pratiques qui auront émergé pendant la situation perturbée. Vous le savez, on oublie très vite. On oublie très vite l'enchaînement des événements. On ne sait plus dans quel contexte on a pris telle décision, ce qu'on savait à l'époque, ce qu'on ne savait pas. Et c'est très facile de réécrire le film a posteriori. Donc pour éviter cet écueil, vraiment, je vous invite à consigner tout au long de la crise. Vous avez un fichier ouvert en permanence et au jour le jour, vous consignez. C'est vraiment un livre de bord. Alors après la crise, il est essentiel de consacrer un temps à l'expression individuelle et collective des ressentis. On en a beaucoup parlé. Tout au long de la crise, on va écouter les émotions de ses collaborateurs, mais après la crise, là, il y a beaucoup de gens qui vont, voilà, il y en a qui vont craquer, il y en a qui vont avoir besoin de parler. Et ce temps-là, à la fois individuel et collectif, est essentiel. On l'a vu, la crise résonne en chacun d'une façon qui lui est propre, de manière très personnelle. Donc, allouez le temps nécessaire à cette étape. Ne cherchez pas à la précipiter, même si le retard est accumulé sur un certain nombre de dossiers. Ce n'est que dans un second temps que vous pourrez travailler sur l'analyse a posteriori. Donc, est-ce que nous aurions pu éviter la crise, en atténuer l'intensité? Donc ça, c'est vraiment une question de fond. Quelles sont nos réussites? On peut se féliciter d'un certain nombre de réussites. Est-ce qu'elles sont durables, réplicables? Est-ce qu'on aurait pu gérer certaines choses un peu mieux? Quelles leçons en tirer? Mais cette capacité à analyser sa pratique, éventuellement éventuellement analyser sa pratique, donc seul avec ses pairs et avec sa propre hiérarchie. Donc, vous voyez, ce qui est important, c'est de se dire que de toute façon, le retour aux pratiques d'avant la crise n'est pas possible, hein. Ce ne sera pas souhaitable, pas possible. Et ça, il faut vraiment, en tant que manager, que vous soyez en situation de l'anticiper. La crise modifie durablement les perceptions, les façons de voir les choses, les pratiques, les façons de faire. Voilà, certaines équipes, certains collaborateurs auront sûrement gagné en autonomie, tant mieux. Tant mieux, le retour à des pratiques d'avant, voilà, ne sera pas possible. Donc, comme on le sait, comme on le voit, les crises sont souvent douloureuses, mais elles peuvent être également porteuses de perspectives qu'on ne soupçonnait pas. Et donc, à chaque manager de permettre l'éclosion de ces perspectives nouvelles. Voilà, je vous remercie énormément pour votre attention pendant ce webinaire. Un zoom sur un ouvrage collectif de Réor qui s'appelle Les talents du manager, dans lequel vous retrouverez un certain nombre d'éléments clés que nous avons abordés ce matin, dont le manager cœur et les vertus cardinales. Merci à tous les consultants du cabinet Réor pour leurs apports à ce webinaire. Merci à Geneviève Artru qui était aux manettes techniques de ce webinaire. Donc, voilà, je vous mets des coordonnées directes et puis adresse mail si vous souhaitez recevoir le support du webinaire. Voilà. Je serai heureux maintenant de répondre à vos questions. Pour répondre à vos questions, pour poser des questions, vous avez en haut à droite de votre écran
une partie question, voilà. Et donc, je vais regarder ce que vous me proposez comme question. Alors, on a déjà beaucoup de questions. Donc, voilà, une participante nous pose la question de comment tisser des liens quand on a des collaborateurs qui sont absents depuis une longue durée, donc une longue absence, des remplaçants qui connaissaient pas forcément l'équipe, des renforts de gens qui découvrent l'activité. Bah, effectivement, tout ça, ça va complexifier évidemment le rôle du manager. Je dirais que par rapport à ces questions-là, la réponse va toujours être, encore plus qu'à l'ordinaire, de la précision avec des écrits, d'écrire les choses que vous attendez avec beaucoup de clarté. Pensez que pour des gens qui reprennent un poste après des longues absences ou pour des renforts, rien n'est évident, donc des choses qui semblent connues de tous. Je pense y compris parfois au jargon, aux acronymes, des choses comme ça. N'hésitez pas à être hyper explicite. Et là encore, pour créer de la cohésion dans une équipe, il ne peut y avoir que des échanges bilatéraux et des échanges à plusieurs en prenant du temps. Alors il faut que vos réunions de travail soient bien évidemment ciblées, qu'elles soient bien structurées, mais évidemment qu'elles laissent aussi le temps aux uns aux autres dans un tour de table, en donnant 3-4 minutes à chacun, dans un tour de table, de dire ce qu'il ressent, quelles sont ses peurs, quels sont les points dont il aurait besoin. Euh, Est-ce qu'il est utile de faire parler les agents? Une question, est-il utile de faire parler les agents sur leur période de confinement? Ma réponse est oui. À vous de voir si ça doit être fait de manière plutôt collective ou plutôt individuelle. Et là, ce sera à chaque agent de voir ce qu'il veut dire. On n'oblige bien sûr personne à parler, mais parfois le silence et laisser des temps un peu suspendus dans une conversation vont amener les uns ou les autres à évoquer quelques sujets qu'ils n'évoqueraient pas nécessairement au bureau dans une situation normale. Tel collaborateur qui a un parent hospitalisé ou un parent en EHPAD va peut-être, si on laisse un peu de temps, un peu de blanc, vouloir se confier. Alors bien évidemment, il a peut-être d'autres appuis et c'est pas forcément au manager. Le manager n'est pas ni un psychologue ni un psychothérapeute, mais le fait de le savoir, le fait de l'entendre, le fait de savoir que cette personne a ce souci-là en particulier est important. En général, je préconise plutôt quand on veut partager sur la période de confinement, de le faire en individuel. Si vous avez des points réguliers avec vos collaborateurs en individuel, ça me paraît plutôt préférable, hein, voilà, de le faire en individuel, mais parfois ça peut être aussi en collectif. Bien évidemment, on ne force jamais les gens à parler, mais ça peut parfois les libérer. N'oublions pas que les conditions de confinement sont extrêmement variables. Vous avez des gens pour qui les courses et les collègues au bureau sont les seules interactions sociales, et des gens qui sont confinés seuls chez eux, et donc bah, voilà, avec des interactions très très limitées, qui n'ont pas forcément beaucoup ni d'amis ni de famille à qui se confier, et du coup bah, les collègues peuvent tenir en partie ce rôle, mais le manager aussi. Euh, donc je vois d'autres questions. Ah oui, très intéressant. Comment aller chercher les collaborateurs en perdition? Euh, ouais, ouais. L'écoute active à distance n'est pas facile. Quelle est la frontière avec l'intrusion?
Ah, ça, c'est vraiment une très bonne question. Je dirais d'ailleurs, je faisais un petit clin d'œil tout à l'heure en disant qu'un manager qui manquerait d'empathie et qui soudain, à l'occasion de la crise, voudrait devenir un manager empathique, ça va être très, très difficile. Je pense à certains managers parfois qui sont un peu cassants, un peu autoritaires et qui voudraient se mettre à l'écoute de leurs collaborateurs et ils vont pas être tellement crédibles. Bon, ils peuvent néanmoins faire un effort. En revanche, pour un manager qui a une relation, je dirais, fluide, normale, de confiance avec ses collaborateurs, bah là, il va falloir faire confiance à votre intuition. C'est-à-dire que le collaborateur en perdition, vous le mettez entre guillemets, vous avez tout à fait raison, le collaborateur en perdition ne va quasiment jamais se déclarer en perdition. Hein. Et donc, ça va être à vous de saisir, et souvent à travers des non-dits, qu'il y a un problème. Alors, ça peut être le fait que la personne euh, ne produit pas ce qu'on lui demande de produire, ou que la personne se met complètement en retrait, n'est pas joignable, ne répond pas aux mails, etc. Alors, je parle bien sûr là de personnes en télétravail avec un télétravail voilà, qui a été instauré par l'organisation. Euh, je dirais que là-dessus, ça peut être d'abord une entrée par mail, par courriel, en essayant de poser les choses, d'essayer de comprendre, de demander à la personne si on peut fixer un rendez-vous téléphonique, éventuellement si elle a besoin d'aide d'une certaine manière, quel type d'aide, est-ce que c'est pour structurer sa journée de travail, vous voyez, euh, essayer, le mail est peu intrusif par nature, on le lit quand on veut et on y répond quand on veut. Donc, essayez déjà de poser les choses par courriel. Maintenant, le courriel, bah, c'est pas très empathique, hein, ça reste très, 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 très neutre. Donc, je dirais que l'idéal serait de pouvoir avoir un entretien téléphonique avec la personne, et là, sans précipiter les choses, en faisant parler la personne. Encore une fois, les silences sont importants. Essayez de voir en quoi l'organisation, en quoi le manager peut être aidant sur la définition d'objectifs, peut-être revoir quelques fondamentaux, des petits pas. Mais en tout cas, on peut essayer de faire ce travail-là. On peut aussi, je parlais des relais, on peut s'appuyer éventuellement sur des tiers. Est-ce que le collaborateur, entre guillemets, en perdition, a des appuis au sein de l'équipe qui pourraient l'aider à refaire surface? Hein, c'est pas forcément le manager le mieux placé. Donc là, c'est voilà, faut jouer sur toute cette palette-là. Autre question. Ah oui, très, très bonne question également. Comment gérer le sentiment que certains auraient fait plus que d'autres durant cette période de confinement? Oui, ah oui, c'est très très juste, d'autant que ce sentiment, il est, je dirais, quasiment, on ne peut pas l'éviter, il est inéluctable. On aura des gens qui vont faire plus que d'autres, parce que c'est dans la nature, des fois de certains, certains vont se mobiliser davantage, d'autres un peu moins, d'autres ne sont pas dans la possibilité. Encore une fois, le confinement peut se faire dans des situations très très différentes, et certains vont pouvoir télétravailler 2 heures par jour avec tout un tas d'autres contraintes par ailleurs. Donc, certains vont faire plus que d'autres. Je dirais que la meilleure façon d'appréhender cette situation, c'est déjà d'être en tant que manager complètement transparent, de l'assumer, de le dire et d'expliquer les choses. Alors, il va même y avoir des dossiers qui vont être transférés d'un collaborateur à un autre. Et là aussi, dire pourquoi, dire que c'est peut-être que temporaire, transitoire, lié à la situation. Mais je dirais que la transparence, je prêche pas en général pour la transparence, mais là, vraiment le fait de pouvoir dire les choses est de nature à préparer. Et surtout le dire pendant que ça se fait. C'est-à-dire qu'on ne découvre pas en sortie de crise que bah, y en a qui n'ont pas pu faire grand-chose, d'autres qui ont fait beaucoup, etc. Voilà. Et là encore, hein, on n'est pas tous égaux dans la capacité à produire en situation de crise, en situation de télétravail, en situation de confinement. Il y a des gens que la crise rend beaucoup plus actifs, proactifs, qui se révèlent, qui se réalisent dans des situations de crise, et d'autres pour qui le temps de sidération va durer un peu plus longtemps. J'ai beaucoup de managers qui me disent, moi, pendant la première semaine de confinement,
j'ai rien pu faire. J'ai pas trouvé mes marques, j'étais désœuvré, j'étais inefficace. Voilà, donc encore une fois, dire les choses en toute sincérité, ça me paraît important. Alors après, pour cette notion de travail, certains qui travaillent plus que d'autres, ce sera aussi la reconnaissance des efforts consentis. Et là, je sais que bah, dans certaines entreprises privées, c'est plus facile que dans des organisations publiques, mais de se dire malgré tout, voilà, il peut y avoir des reconnaissances et peut-être après la reconnaissance aussi de nouvelles compétences à l'issue de la crise. Alors oui, vous posez aussi la question des collaborateurs qui vont prêter main forte à d'autres services pendant la crise et donc comment redonner du sens à leur activité après la crise. Là aussi, hein, certains vont expérimenter, vont travailler sur des dossiers nouveaux, sur des actions nouvelles. Et quand je parle de redistribuer les cartes et de nouvelles donnes, de New Deal après la crise, bah, bien évidemment, certains vont peut-être avoir envie de bouger, de changer. Je disais, les crises changent la façon de voir les choses. Je pense qu'individuellement, personnellement, ça va peut-être modifier notre mode de vie, notre façon de vivre. Personnellement, sur ma to-do list, dès l'année 2021, j'achète une caisse de masques FFP2 que je vais stocker à la cave. Mais plus sérieusement, ce que je veux dire, c'est que beaucoup de personnes vont avoir, y compris un rapport au travail, y compris à leur activité professionnelle, qui va être singulièrement modifié, avec peut-être des demandes de mutation, de changement de poste. Et très probablement, vous aurez des collaborateurs qui vont vous dire, ben moi, dans 6 mois, j'ai décidé de devenir prof de yoga. Et je parle d'expérience, j'ai vécu ça. Des gens qui, après des crises, changent radicalement de façon de vivre. Donc attendez-vous à ça également dans vos équipes. Euh, toc, toc, oui, on me pose la question, est-ce qu'il est utile après la crise de faire parler les agents sur leur période de confinement? Là aussi, ça peut être en individuel, si certains veulent exposer ce qu'ils ont ressenti, notamment s'ils ont des reproches à faire au manager. Euh, le manager, il a géré 10 000 urgences, il n'a pas non plus pu passer 3 heures par jour en ligne avec ses collaborateurs, donc peut-être qu'on aura des reproches à lui dire, manque de communication, ceci, cela. Donc ça peut se faire. Sur ce qu'ils ont vécu pendant la période de confinement, y compris à titre personnel, individuel, oui, c'est important de le faire. Et puis la façon dont ils ont, eux, travaillé pendant cette période. C'est-à-dire que la façon dont ils se sont organisés, dont ils se sont mobilisés, leurs difficultés, tout ça, c'est important. Donc là, je pense qu'il est utile de le faire de deux manières différentes, même si vous avez des équipes assez larges, c'est de le faire en individuel dans un premier temps, et ensuite d'avoir aussi un temps collectif pour parler de cette période-là. Euh, J'essaie de voir les questions. Il y a beaucoup de questions auxquelles on a déjà répondu. Euh, euh, ah oui, j'ai une question de Denis de Montgolfier qui me dit, peux-tu nous donner des exemples de crises où le dirigeant a été dans l'incapacité à détecter l'entrée de crise? Oui, là aussi, une question très intéressante. Deux exemples qui vont vous parler, même s'ils sont un peu anciens. Le naufrage de l'Erika et la crise à France Télécom. Le naufrage de l'Erika, Total
qui venait de racheter Elf à l'époque, et Thierry Desmarais avait été élu manager de l'année au moment du naufrage de l'Erika, a considéré d'entrée de jeu que bah, c'était finalement le propriétaire, l'armateur, le propriétaire du pétrolier qui était responsable. Et il n'a absolument pas anticipé. Ils ont mis plusieurs jours à comprendre que cette crise les concernait. Donc, vous voyez, là, c'est vraiment un effet de sidération au plus haut niveau à l'échelle d'un dirigeant qui a considéré que bah, le naufrage de l'Erika n'aurait pas d'incidence sur son groupe, sur son entreprise. Autre exemple, bah, Didier Lombard, à l'époque où il était à la tête de France Télécom, qui est devenu Orange, euh, il a fallu attendre quasiment le 15e ou le 20e suicide d'un collaborateur d'un agent de France Télécom pour que le directeur général prenne conscience que son groupe était dans une crise grave. Et voilà, donc effectivement, les exemples de sidération, bon, je n'irai pas jusqu'à évoquer le cas des États-Unis aujourd'hui, mais on voit bien que la réaction de la Grande-Bretagne ou des États-Unis et donc du déni de leurs dirigeants est aussi une manière de montrer que l'entrée en crise n'est pas facile à détecter. Donc, il est midi. Je vais rester en ligne encore quelques minutes pour continuer à répondre aux questions. Donc, si certains ont des obligations, alors vous pouvez rester en ligne, évidemment. Si certains ont des obligations et doivent quitter le webinaire, je les remercie de leur participation. Je vous remercie d'ailleurs du flux de questions très intéressantes que vous avez posées tout au long du webinaire et auxquelles je vais continuer à répondre. Donc, le lien pour un replay du webinaire sera disponible sur le site de Reor, www.reor.fr, dès cet après-midi. Et effectivement, si vous le souhaitez, un mail à contact@reor.fr permettra de vous envoyer le diaporama support de cette présentation. Bien évidemment, comme vous vous en doutez, nous sommes à votre disposition si vous souhaitez avoir ce type de webinaire personnalisé au contexte de votre organisation, de votre entreprise, de votre collectivité territoriale ou de votre entité publique, puisque là, déjà, on a certains clients avec lesquels on a prévu une série de webinaires au rythme d'un webinaire par semaine pendant toute la durée de la crise pour maintenir justement la mobilisation des équipes. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter. Autre question peut-être, je regarde. Voilà, tac, tac, tac. Merci pour les remerciements. Voilà, tac, tac, tac. Ouais. Alors, la situation difficile des télétravailleurs euh, qui ne peuvent pas participer à l'effort au sens où ils ne sont pas suffisamment équipés et qui ont aussi des conditions de confinement. Bah, voilà, vous avez des gens qui sont seuls ou à deux avec des enfants, avec des jeunes enfants, donc avec le travail scolaire et puis la logistique, la logistique du quotidien. Et donc, vous me dites, voilà, certains le vivent très mal avec un sentiment de culpabilité, évidemment. Comment garder le lien alors que ces agents sont au domicile, en congé, garde d'enfants, etc. Je dirais que à l'issue des réunions que vous faites en collectif et auxquelles ces agents ne peuvent pas participer, il me semble utile de dresser non pas un compte-rendu, mais un relevé de décision. Quelque chose de très très succinct, d'autant plus succinct que ces réunions sont fréquentes. Donc si vous avez deux réunions avec vos équipes par semaine, voilà, vous n'allez pas faire un compte-rendu de 10 pages. En revanche, un relevé de décision juste d'une page
qui permet de dire où on en est, ce qui a été fait, la décision de répartir les dossiers ou les tâches entre les uns et les autres. Le fait de l'avoir sur une seule page et de le diffuser, même si ces collaborateurs n'ont pas le temps véritablement de télétravailler, ils peuvent ouvrir peut-être leur mail, en prendre connaissance et en l'espace de quelques minutes, voilà, voir un petit peu ce dont il s'est agi, ce qui a été discuté, ce qui a été fait, y compris pour leurs propres activités, leurs propres dossiers. Donc ça leur permet de garder un pied dans la porte, ça leur permet de rester en contact avec l'équipe. Donc ça, c'est un point important. Par ailleurs, rien n'interdit, en ayant vérifié avant que ce n'était pas intrusif, mais rien n'interdit à un manager, dans une période aussi extraordinaire et inédite que celle que nous vivons, de passer un coup de fil à un collaborateur. Quand on a un collaborateur en congé maladie, bien évidemment, le manager ne va pas le déranger à son domicile pendant qu'il se remet, pendant qu'il se rétablit. Là, quand on est en arrêt de travail, pour garde de jeunes enfants, bah, la situation n'est pas la même. La personne va être, l'entreprise se fera rémunérer par l'assurance maladie, mais on n'est pas dans une situation de maladie stricto sensu, et donc la personne peut peut-être, même si elle ne peut pas télétravailler, prendre un appel téléphonique de 10-15 minutes avec un manager. Et là, il s'agit simplement de créer du lien, de lui dire voilà, voilà, on a eu deux réunions cette semaine, voilà ce qui s'est dit, voilà ce qui s'est passé. Et à partir de là, on continue à conserver la personne dans la boucle. Donc ça me paraît très important, effectivement, de pas laisser complètement, pas laisser complètement dériver. Alors, un bémol à ce que je viens de dire, c'est qu'évidemment, il faut que le manager puisse s'assurer en amont de l'accord de la personne, hein, et du bon horaire, etc. Ça peut pas être fait, ça peut pas être imposé. Mais beaucoup d'agents qui peuvent avoir ce sentiment de culpabilité et puis d'être un peu loin des yeux, loin du cœur, vont être ravis d'avoir ce type d'échange. Merci à vous. On a beaucoup de messages de remerciements en cette fin de webinaire. Merci. Merci beaucoup à vous. Très bien. Bah, écoutez, voilà, je crois qu'on a fait le tour. Écoutez, un très grand merci pour votre participation à ce webinaire. Et puis, bah, je vous souhaite de vivre au mieux cette période un peu particulière, ce confinement, et en espérant que, voilà, que vous allez tous bien supporter cette crise et qu'on en sortira sans doute différent et j'espère un peu grandi. Voilà, bonne journée à tous et à bientôt. Au revoir.